Deuxième partie de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique, l'innovation, les technologies. On va parler du monde de la donnée, ce monde de la donnée qui produit énormément de pollution pour la planète, mais pollution aussi sociétale, va nous expliquer notre invité Jean Martineau. Jean Martineau, membre du bureau du Cercle de la Donnée, vice-président en charge des Jeudis de la Donnée. Bonjour Jean. Je vous présente les personnes qui sont avec nous en plateau. Laurent Darmon, directeur général Startup Studio, La Fabrique by SEA, et Steve Rosenbloom, fondateur de Libertify, qui nous ont parlé de la finance et de ce monde qui bouge beaucoup. On va s'intéresser donc maintenant au monde de la donnée, plus précisément à son empreinte. Peut-être d'abord rappeler le contexte de l'étude qu'on a déjà évoquée ici dans Smart Tech, du Cercle de la Donnée, qui est réalisée en partenariat avec un autre think tank, l'Agora 41. Quel est le contexte de cette étude que vous menez sur l'empreinte de la donnée ? Eh bien, bonjour à tous, bonjour Delphine, merci de me recevoir, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Et oui, le groupe de travail que j'ai la chance de présider est l'union de membres de deux think tanks et rassemble une vingtaine de professionnels d'horizons très divers. Et ce groupe réfléchit, comme vous venez de le dire, à l'empreinte de la donnée sur notre planète et sur nos vies. Alors, dans les épisodes précédents, Mathieu Bourgeois a pu nous parler de données naturelles et de la formidable alchimie qui les entoure, de la création à la mort de ces données naturelles. Il a ensuite évoqué l'apparition et l'accroissement de la donnée artificielle, cette fois-ci, et des singularités de ce nouveau type de données. La donnée artificielle, par exemple, se multiplie très facilement et n'a pas été conçue initialement pour être détruite comme sa sœur jumelle, la donnée naturelle. Et avec l'essor du numérique, l'empreinte n'est plus du tout marginale. On parle désormais de milliards d'objets connectés, de milliards d'individus qui produisent des données artificielles et qui en consomment à chaque instant. Pour cela, un réseau planétaire très dense a été mis en place et connecte tous ces internautes. Alors, fort de ces définitions et de cet historique, le groupe de travail a eu besoin de s'appuyer sur une méthodologie et des outils pour poser les bases de sa réflexion, établir des constats et bien sûr proposer des solutions. Et chance, nous avons plus que des outils à notre disposition, mais bien des sciences qui sont là pour nous aider. Alors pourquoi des sciences ? Parce qu'il y en a deux que j'aimerais évoquer avec vous. Alors j'imagine que si vous évoquez des sciences en particulier, il doit au moins y avoir celle de l'écologie. Vous avez parfaitement raison. L'écologie, c'est une science née il y a à peu près 150 ans. Et attention, on ne parle pas ici de l'écologie plus récente au sens politique, mais bien de la science appliquée, la science du vivant, de son habitat et des ressources nécessaires à la vie. Elle s'attache à décrire les interactions interespèces, par exemple l'équilibre proie-prédateur, et leur rapport avec les ressources. Les ressources, ça peut être l'eau, l'air, les minéraux, les végétaux, etc. Alors, nouvelle singularité pour notre étude, souvent on parle de niche écologique et on étudie classiquement un étang, une forêt par exemple, bref, un lieu de taille réduite et délimitée, mais pour notre étude, la réflexion elle est nécessairement planétaire, par le réseau mondial, on l'a dit, mais aussi par les matières premières nécessaires à ces produits de haute technologie que sont les objets numériques, des métaux, des terres rares dispersées sur la planète, acheminés en des lieux pour être assemblés puis redistribués à nouveau partout autour du globe. Alors une fois qu'on a dit cela, à quoi s'intéresse-t-on pour suivre l'empreinte de la donnée ? Eh bien, pour ne pas perdre le fil, on utilise une méthode classique qui est l'analyse du cycle de vie. Alors, il serait trop long de tout citer ici, et je vous invite tous à lire évidemment l'étude à paraître, mais nous pouvons citer quand même deux exemples pour illustrer très clairement l'importance de l'empreinte et sa croissance. Alors, premièrement, très basiquement, la donnée elle a un poids qui se mesure en octets, et comme tout poids, elle exerce une pression au sens littéral. Alors, c'était des cartes perforées, des disquettes, mais aujourd'hui, ce sont des disques durs. Et évidemment, on pense tout de suite au data center. Et quand on essaye de faire passer la donnée pour une jolie petite goutte d'eau en suspension dans un nuage tout blanc qu'on appelle le cloud, on est en réalité dans le bâtiment. Et le bâtiment, le gros œuvre, sur des hectares. Et chacun sait l'impact sur le vivant par son emprise au sol, son besoin en eau, en électricité, nécessaire que ce soit à la construction ou lors de son usage, qui est permanent jour et nuit. Voilà, déjà un premier exemple. Le second point pour illustrer encore davantage, c'est que la donnée, elle n'est pas intéressante quand elle est statique dans son support de stockage, mais bien en mouvement partout autour du globe, dans des algorithmes. Et nous pouvons dire, là encore, que le mix énergétique français est bon, donc on peut y aller avec la donnée, mais c'est méconnaître le chemin physique de nos données. Pour illustrer, TikTok n'est pas en France, WhatsApp non plus, et les serveurs de sauvegarde sont à des milliers de kilomètres, parfois même en Laponie, donc elles ont transité par la Chine ou par les États-Unis, elles remontent. Donc l'empreinte ici aussi, elle est colossale sur des milliers de kilomètres. C'est une empreinte qui pèse à nouveau sur le vivant, sur les ressources abiotiques et qui participe à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre en consommant de l'énergie. Et cette énergie, pour le numérique, elle croît chaque année. Et elle est utilisée massivement également pour des activités
plutôt récréative. Et cet usage récréatif risque à court terme d'entrer en conflit avec des besoins d'énergie essentiels, voire vitaux. Alors, vous évoquez une autre science sur laquelle vous vous appuyez, c'est laquelle? Alors effectivement, la réflexion, elle serait incomplète si nous n'engagions pas nos pensées dans l'empreinte également sociétale. Et là, ce sont plutôt les sciences cognitives, et les autres sciences sociales qui nous aident à réfléchir. Alors pourquoi? Eh bien parce que la raison d'être d'une donnée, c'est ni d'être stockée ni de circuler, mais c'est d'être observée par l'être humain. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de données qui servent à l'interaction machine-machine, mais restons, si vous le voulez bien, un instant sur la donnée pour l'humain. Quand on pense à l'être humain, et notamment dans la première partie de sa vie, où la plasticité cérébrale est la plus forte, de la naissance à la fin de l'adolescence, pour être très concret, nous sommes aujourd'hui confrontés à un phénomène majeur qui est l'accroissement du temps d'exposition face aux écrans, et des écrans de toutes sortes. Et on parle d'heures quotidiennes, mais d'heures au pluriel. Les chiffres moyens donnent le vertige. Et avec ceci vient des notions de fatigue, de sommeil détérioré, de moindre mémorisation, ce phénomène de zapping, d'émotions exacerbées, on pense aux réseaux sociaux notamment, d'emprise avec les algorithmes qui proposent du contenu. Et finalement, ce sont des enjeux de société, qu'elles soient physiques, on pense à l'obésité, même si le numérique n'est pas la seule cause, et ou des enjeux de santé mentale. Oui, alors après, tout dépend de ce qu'on fait derrière son écran. Parce que là, on a un tableau très noir sur l'empreinte environnementale, l'empreinte sociétale. Mais la donnée numérique ou artificielle, comme vous l'appelez, c'est pas que des problèmes quand même. Alors, heureusement et évidemment non, pour l'empreinte environnementale comme pour l'empreinte sociétale, le tableau n'est pas du tout noir. Notre étude n'est certainement pas faite pour dire oh là là, on arrête tout, car la donnée est également une clé sur ces deux empreintes. Pour ne citer qu'un exemple, la visioconférence permet d'éviter bien souvent des déplacements, et c'est une vraie chance quand ces déplacements étaient aériens. Et les solutions proposées par l'étude ne seraient pas pertinentes si elles ne s'appuyaient pas elles-mêmes sur des données concrètes et des indicateurs fiables. Et c'est là vraiment toute l'ambivalence de la donnée, à la fois clé et à la fois problématique, que nous allons creuser dans les épisodes précédents. Je vous remercie encore de votre invitation. Je vous en prie, Jean Martineau du Cercle de la Donnée. À suivre, on continue, nous, avec notre train lancé à 1000 à l'heure dans les métavers, à regarder où va le web.